Un héros adoré par des millions de fans. Une fortune colossale bâtie en silence. Et puis, un jour, il disparaît. Complètement. Volontairement. Sans explication. En 1989, le monde découvre que Guy Williams est mort seul dans un appartement argentin une semaine après son décès, sans que personne ne le sache. Comment l'une des plus grandes stars de télévision a-t-elle pu s'effacer aussi radicalement de la surface de la Terre? Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche de notification. C'est grâce à votre soutien précieux que nous pouvons continuer à vous révéler les histoires secrètes des plus grandes légendes d'Hollywood. Allez, on entre dans le vif du sujet. Guy Williams. Pour ceux qui ont grandi dans les années 50 et 60, ce nom résonne comme une décharge électrique de nostalgie pure. Le justicier masqué Zorro, l'explorateur spatial intrépide dans Lost in Space. Un visage sculpté par les dieux, une silhouette athlétique d'1,90 m et un talent d'escrimeur qui faisait passer Douglas Fairbanks pour un amateur. Mais voici ce qui rend son histoire absolument stupéfiante. Au sommet de sa gloire, alors que le monde entier connaissait son visage, Guy Williams a fait quelque chose que presque aucune star n'a jamais osé faire. Il a dit non. Non à Hollywood. Non à la célébrité. Non au cirque médiatique qui l'avait transformé en icône internationale. Et il n'est pas parti discrètement. Il s'est littéralement évaporé. Direction Buenos Aires. Une ville où personne ne s'attendait à le trouver, une ville où il allait vivre ses dernières années dans un anonymat relatif, loin des caméras, loin des projecteurs, loin de tout ce qui avait défini son existence pendant 2 décennies. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire incroyable. Aujourd'hui, nous allons déterrer la vérité derrière cette disparition volontaire. Parce que contrairement à ce que beaucoup croient, Guy Williams n'a pas fui par désespoir ou échec, il est parti en vainqueur silencieux. Et c'est précisément ce qui rend son histoire aussi bouleversante. Revenons au début. Bien avant qu'il ne devienne Guy Williams, bien avant le masque noir et la cape, il y avait un garçon nommé Armando Joseph Catalano. Né 14 janvier 1924 dans le quartier de Washington Heights à New York, Armando grandit dans une famille sicilienne pauvre. Son père, Attilio, vendait des assurances pour survivre. Sa mère, Clara, originaire d'un petit village près de Messine, rêvait d'une vie meilleure pour son fils unique. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le jeune Armando n'était pas destiné au cinéma. Ses parents voyaient en lui un futur homme d'affaires respectable, un courtier en assurance comme papa, quelqu'un qui porterait un costume 3 pièces, gérerait des dossiers et rentrerait tranquillement à la maison chaque soir. Mais le destin en avait décidé autrement. À l'école publique 189, Armando excellait en mathématiques, brillant, discipliné, concentré. Au lycée George Washington, il travaillait dans une fontaine à soda pour gagner quelques dollars. Puis il poursuivit à l'académie militaire de Peekskill, où il découvrit le football américain et les échecs, 2 passions qui forgeront sa discipline mentale et physique. Vous appréciez ce contenu? Pensez à vous abonner, cela nous aide énormément. Mais c'est son apparence qui changea tout. Avec son visage anguleux, ses yeux perçants et sa stature imposante, Armando attirait les regards partout où il passait. Des gens lui disaient constamment « Tu devrais être au cinéma ». Au début, il riait, puis lentement, l'idée germa. Sa mère fut dévastée. Pour une famille sicilienne traditionnelle, le métier d'acteur était synonyme d'instabilité, de bohème, de honte presque. Elle voulait un fils respectable, pas un rêveur poursuivant des chimères hollywoodiennes. Mais Armando était têtu. Et en 1946, après avoir travaillé comme soudeur pendant la Seconde Guerre mondiale, puis comme vendeur de bagages chez Wanamaker's, il prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Il envoya ses photos à une agence de mannequins. La réponse fut immédiate, fulgurante. Son visage apparut dans Harper's Bazaar, sur des panneaux de publicité, sur des couvertures de livres. Le succès photographique ouvrit les portes d'Hollywood. Mais il y avait un problème, son nom. Armando Joseph Catalano. Trop italien, trop ethnique, trop étranger pour l'Amérique conservatrice des années 40. Son agent, Henry Wilson, fut catégorique. Si tu veux percer, tu dois changer de nom, quelque chose de plus américain. C'est ainsi qu'Armando Catalano mourut symboliquement, et que Guy Williams naquit. L'historien Jeffrey Mark explique ce phénomène avec une clarté déchirante. À cette époque, être sexy et ténébreux était acceptable, avoir un regard brûlant était toléré, mais paraître ouvertement non-américain, impensable. C'était l'esprit de l'ère. En 1946, Williams signa son premier contrat avec MGM, destination Hollywood.
Son premier rôle notable, le bombardier de l'Enola Gay dans un doc-drama sur la bombe atomique. Un petit rôle, certes symbolique, mais oubliable. Les années suivantes furent un enchaînement de petits rôles sans relief. Williams apparut ici et là, jamais vraiment remarqué, toujours relégué au second plan. Frustré, il retourna à New York en 1948. C'est là, lors d'un tournage publicitaire pour des cigarettes dans une station de ski, qu'il rencontra Janice Cooper, un mannequin éblouissant de l'agence John Robert Powers. L'alchimie fut instantanée. Après des semaines de séances photos ensemble, ils tombèrent amoureux et se marièrent le 8 décembre 1948. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Guy Junior et Tony, qui suivront tous les deux les traces de leur père dans le métier. Restez avec nous et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette saga. Mais malgré ce bonheur personnel, la carrière de Williams stagnait. Il enchaînait des petits contrats, des rôles mineurs, des auditions décevantes. Il participait aux premières publicités télévisées américaines, mais rien de significatif ne décollait vraiment. Puis, en 1951, son père mûrit. Sans que personne ne le sache, il mort seul dans un appartement argentin une semaine après son décès. Comment l'une des plus grandes stars de télévision a-t-elle pu s'effacer aussi radicalement de la surface de la Terre ? Comment l'une des plus grandes stars de télévision a-t-elle pu s'effacer aussi radicalement de la surface de la Terre ? Comment l'une des plus grandes stars de télévision a-t-elle pu s'effacer aussi radicalement de la surface de la Terre ? Walt Disney cherchait désespérément un acteur pour incarner Zorro dans une nouvelle série télévisée ambitieuse. Le personnage, créé en 1919 par Johnston McCulley, avait déjà été immortalisé par Douglas Fairbanks et Tyrone Power au cinéma. Mais Disney voulait quelque chose de différent, quelque chose de moderne, quelque chose de télévisuel. Il lui fallait un acteur qui puisse être à la fois séduisant et dangereux, élégant et athlétique, capable de manier l'épée comme un virtuose et de charmer les spectateurs d'un simple regard. Guy Williams était exactement cet homme. Si cette histoire vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner. Avec ses 1,90 m, son allure aristocratique et ses compétences impressionnantes en escrime, Williams incarna Zorro avec une perfection presque surnaturelle. Mais il y avait un défi majeur, l'accent. Lors de son audition, Williams joua délibérément avec un accent espagnol prononcé, sachant qu'il pourrait l'ajuster par la suite. Une stratégie risquée, mais elle fonctionna. Il raconta plus tard à Starlog Magazine « Pendant les premières semaines de tournage, quelqu'un me tapotait sur l'épaule. C'était Walt Disney lui-même. Il me disait « Guy, peux-tu atténuer un peu l'accent ?» Je n'étais pas sûr de ce qu'il voulait exactement, alors je continuais à l'adoucir progressivement. Puis un jour, après une prise, Walt ne m'a pas tapé sur l'épaule. C'est là que j'ai su. J'avais trouvé le bon équilibre. Zorro fut un phénomène immédiat. La série, diffusée de 1957 à 1959, produisit 78 épisodes réguliers et 4 spéciaux d'1 heure. Son format narratif était révolutionnaire pour l'époque. Chaque épisode se terminait sur un cliffhanger, forçant les spectateurs à revenir la semaine suivante. Un concept aujourd'hui banal avec le streaming, mais absolument novateur dans les années 50. Guy Williams était devenu une superstar mondiale. Son visage apparaissait sur des lunchbox, des jouets, des affiches. Les enfants du monde entier brandissaient des épées en plastique en criant « Zorro ». Mais cette gloire avait un prix terrible, le typecasting. Dès 1958, Williams exprimait déjà sa frustration au Longview Daily News. « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Don Diego. C'est comme jouer dans un film qui ne se termine jamais. On ne peut rien conclure en tant qu'acteur. » Le public ne voyait plus Guy Williams, il ne voyait que Zorro, et Hollywood, avec sa logique implacable, ne proposait à Williams que des rôles similaires, des justiciers, des héros masqués, des personnages de cap et d'épée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez connaître la suite. Puis vint le coup fatal. Disney exigea plus d'argent pour produire une 3e saison. ABC refusa. Une bataille juridique s'ensuivit et Williams, toujours sous contrat exclusif, se retrouva piégé dans un cauchemar administratif. Il ne pouvait travailler nulle part ailleurs, mais il continuait à recevoir son salaire intégral. Une prison dorée, un purgatoire professionnel. Cette période fut l'une des plus frustrantes de sa carrière. Immobilisé, impuissant, regardant sa fenêtre d'opportunité se refermer lentement.
Finalement, Zorro se termina avec seulement 4 épisodes spéciaux, aucune 3e saison. Une conclusion abrupte et décevante. Mais Williams n'était pas du genre à s'apitoyer sur son sort. Si Hollywood ne voulait pas de lui, il irait ailleurs. En 1962, il partit tourner en Europe. D'abord en Italie pour Damon and Pythias, puis en Allemagne pour Captain Sinbad. Des productions modestes, certes, mais qui lui permettaient de travailler, de rester visible et surtout d'échapper à l'étiquette étouffante de Zorro. Il collabora également avec Disney sur un téléfilm en 3 parties, The Prince and the Pauper. Un retour aux sources, une collaboration nostalgique. Réfléchissant à cette période lors d'une interview avec le Bristol Daily Courier en 1965, Williams confiait « Quand le tournage s'est terminé, je me suis dit « Pourquoi rentrer immédiatement ? Ma famille et moi sommes restés là-bas. J'ai manqué toute la saison des pilotes TV. Je voulais une autre série parce que ça s'inscrit dans mon plan maître. » Quel plan ? Les yachts dans la Méditerranée en font partie, répondit-il, avec un sourire énigmatique. Et les chèques de droits résiduels de Zorro diffusés partout dans le monde sont très réconfortants. Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous pour nous soutenir. Cette déclaration révélait quelque chose de crucial. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Williams gérait intelligemment ses finances. Il ne flambait pas son argent, il l'investissait, le faisait fructifier, construisait méthodiquement une sécurité à long terme. Mais une opportunité inattendue allait bientôt se présenter. En 1964, l'acteur Pernal Roberts décida de quitter la série western de succès Bonanza. Les producteurs paniqués cherchèrent un remplaçant de dernière minute. Leur choix, Guy Williams. Il fut engagé pour jouer Will Cartwright, le neveu du patriarche Ben Cartwright. L'idée était d'en faire un personnage permanent, l'un des 4 piliers de la série. Mais les fans de Bonanza ne l'entendaient pas ainsi. Une campagne massive de lettres envahit les bureaux de production. Les téléspectateurs ne voulaient pas de Will Cartwright, ils voulaient Adam Cartwright, ils voulaient Pernal Roberts, point final. Sous la pression écrasante du public, les producteurs capitulèrent. Roberts fut convaincu de rester une saison supplémentaire, et le personnage de Williams, effacé, éliminé, disparu après seulement 5 épisodes. Un nouveau rejet, une nouvelle déception, une nouvelle preuve que Hollywood était un terrain miné, où même le talent ne garantissait rien. Mais Williams, pragmatique, encaissa le coup sans broncher publiquement. Il savait que se plaindre dans la presse ne mènerait nulle part, alors il attendit, patiemment. Et en 1965, une nouvelle opportunité se présenta. Une opportunité allant simultanément relancer sa carrière et la détruire définitivement. Lost in Space, une série de science-fiction ambitieuse inspirée du roman Le Robinson suisse, mais transposée dans l'espace. Une famille d'explorateurs, le vaisseau Jupiter 2, un saboteur à bord et un robot devenu iconique avec ses cris d'alerte « Danger, danger ». Williams fut engagé pour incarner le professeur John Robinson, le patriarche et chef de cette mission spatiale. À ses côtés, June Lockhart, célèbre pour Lassie, dans le rôle de son épouse Maureen, 3 enfants, le major Don West du Space Corps américain et surtout le docteur Zachary Smith, interprété par Jonathan Harris. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette révélation. Au départ, le concept était solide. Une famille perdue dans l'espace, cherchant désespérément un moyen de rentrer sur Terre. Chaque planète représentait un nouveau défi, une nouvelle aventure, une nouvelle menace. Williams, fatigué d'être catalogué comme héros de KPDP, voyait en John Robinson une chance de démontrer sa polyvalence. Un personnage scientifique, mature, réfléchi, loin du justicier masqué. Mais quelque chose d'étrange se produisit à mi-parcours de la première saison. Mark Kochman, auteur de la biographie autorisée en 3 volumes sur Lost in Space, explique « La série a subi un changement radical. Tous les personnages ont été progressivement marginalisés et la série est devenue centrée sur 3 éléments, le Dr Smith, Will Robinson et le robot. Tout le monde d'autre avait à peine 3 répliques par épisode. » Ce virage n'était pas artistique, il était commercial. Les producteurs avaient analysé le courrier des fans et les téléspectateurs adoraient le Dr Smith, son humour involontaire, ses catastrophes ridicules, sa lâcheté comique. Jonathan Harris, avec son talent exceptionnel, avait transformé un antagoniste sérieux en personnage burlesque irrésistible.
CBS, qui diffusait la série à une heure de grande écoute familiale, poussa le producteur Irwin Allen vers un ton plus léger. Moins de science-fiction sérieuse, plus de comédie spatiale. Et Guy Williams, relégué à l'arrière-plan. L'homme qui avait été engagé comme tête d'affiche se retrouvait réduit à un figurant bien payé, présent physiquement mais narrativement invisible. Si cette injustice vous révolte, montrez votre soutien en vous abonnant. Geoffrey Mark résume brutalement: pour un acteur de son calibre, être engagé comme personnage principal d'une série où il devient pratiquement un élément du décor est un gaspillage absolu. Mais Williams ne se plaignit jamais publiquement, ni dans la presse, ni sur le plateau. Sa frustration restait privée, confinée à quelques conversations discrètes avec Irwin Allen. En réponse, Allen essaya de compenser. Il confia à Williams quelques épisodes centrés spécifiquement sur John Robinson, lui donnant davantage à matière à jouer. Mais ces moments restaient l'exception. La règle demeurait: Smith, Will et le robot dominaient l'écran. Pendant ce temps, Williams faisait quelque chose que peu de gens remarquaient. Il investissait, stratégiquement, intelligemment, silencieusement. Comme il l'avait fait avec les revenus de Zorro, il diversifiait ses actifs: immobilier, actions, placements à long terme. Il ne vivait pas comme une star dépensière, il vivait comme un homme d'affaires avisé. Geoffrey Mark note avec admiration: alors qu'il livrait 3 répliques par semaine dans Lost in Space, il était occupé à faire fructifier son argent. Beaucoup d'acteurs qui entrent dans le show business gaspillent leurs gains en achetant des manoirs qu'ils ne peuvent pas se permettre une fois les saisons terminées. Puis, ils commencent à tout vendre. Guy Williams était différent. Il était très réaliste quant au monde du divertissement. Il prenait son argent et le faisait grossir. Quand Lost in Space s'est terminé en 1968, il était un homme très riche. Il n'avait plus besoin de travailler. Lost in Space diffusa un total de 83 épisodes entre 1965 et 1968, puis la série prit fin, et avec elle, l'enthousiasme de Guy Williams pour Hollywood. 5 ans après la fin de Lost in Space, Guy Williams reçut une invitation surprenante d'apparaître en Argentine pour une série d'événements promotionnels liés à Zorro. Il accepta, pensant que ce serait une courte visite, quelques jours, quelques photos, quelques autographes. Ce qui se produisit le laissa complètement stupéfait. Des milliers de fans l'attendaient à l'aéroport, des foules enthousiastes dans les rues, des enfants brandissant des épées en jouets, des adultes qui avaient grandi avec Zorro et qui se souvenaient de chaque épisode. En Argentine, Guy Williams n'était pas un acteur catalogué dont la carrière stagnait. Il était un héros national, une légende vivante, un symbole d'héroïsme et de justice. Abonnez-vous pour découvrir pourquoi il a décidé de tout abandonner. Mark Cushman tente d'expliquer. Pourquoi Guy Williams a-t-il choisi de quitter Hollywood pour s'installer en Argentine? C'est une question qui n'a jamais eu de réponse définitive, et malgré mes recherches approfondies, je n'ai trouvé personne capable de fournir une explication claire. Et étonnamment, personne ne semblait avoir posé directement la question à Guy lui-même. Mais en analysant les faits, une image se dessine. Williams avait perdu son enthousiasme pour Hollywood. Lost in Space avait terni sa réputation. Il était désormais perçu comme une relique des années 60, incapable de se réinventer. Les offres intéressantes ne venaient plus, et à 49 ans, il n'avait aucune envie de se battre pour des rôles maneurs dans des productions médiocres. En Argentine, il trouva quelque chose que Hollywood ne pouvait plus lui offrir: l'adoration pure, sans cynisme, sans calcul politique, sans compromis. Il décida de prolonger son séjour, puis ce séjour se transforma en résidence permanente. En 1983, Williams divorça de Janice Cooper après 35 ans de mariage. Un chapitre se fermait, un nouveau s'ouvrait. À part une brève apparition aux États-Unis en 1983 pour une réunion du casting de Lost in Space à l'émission Family Feud, Williams vivait exclusivement en Argentine jusqu'à sa mort. Là-bas, il participa à des spectacles en direct sur le thème de Zorro. Il savoura l'anonymat relatif entre les événements publics. Il vivait simplement, loin du tapis rouge, loin des paparazzis, loin du cirque médiatique qu'il avait connu pendant 2 décennies. Geoffrey Mark réfléchit. Il a fait le choix délibéré de se retirer des feux de la rampe et de mener une vie plus tranquille. Dans un sens, c'est admirable. Il vivait selon ses propres termes. Les rapports indiquent qu'il était heureux, qu'il avait trouvé en Argentine un équilibre entre reconnaissance et tranquillité, qu'il appréciait la chaleur authentique des fans argentins, si différente de l'adulation superficielle de Hollywood. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner. Mais en 1989, cette nouvelle vie prit une fin tragique.
En 1989, Guy Williams mourut seul dans son appartement de Buenos Aires. La cause, un anévrisme cérébral, foudroyant, instantané. Mais voici ce qui rend sa mort encore plus poignante. Personne ne le découvrit immédiatement. Ce n'est que le 6 mai, une semaine entière après son décès, qu'on retrouva son corps. Une semaine. Une star mondiale, adolée par des millions de personnes, mourut seule et ne fut découverte que 7 jours après. Cette réalité glaçante résume parfaitement le paradoxe de sa vie, simultanément célèbre et invisible, adoré et oublié, immortel à l'écran, mortel dans la vraie vie. Grâce à l'intervention de l'acteur argentin Fernando Lupis, les cendres de Guy Williams furent conservées au cimetière de la Société des acteurs argentins, au cimetière de Recoleta à Buenos Aires, un privilège extraordinaire réservé normalement uniquement aux acteurs argentins, un témoignage de l'amour que cet pays portait à cet Américain qui avait choisi de finir sa vie parmi eux. En 1981, son fils Steven récupéra les cendres et réalisa le dernier souhait de son père, disperser une partie dans l'océan Pacifique à Malibu et le reste dans les montagnes de Californie. Guy Williams avait 65 ans. Aujourd'hui, plus de 30 décennies après sa mort, Guy Williams demeure une figure fascinante, non pas pour ses exploits à l'écran, même s'ils furent remarquables, mais pour le choix radical qu'il fit, refuser le jeu d'Hollywood. Alors que tant d'acteurs s'accrochent désespérément à la célébrité, acceptant n'importe quel rôle pour rester relevant, Williams eut le courage de dire « assez ». Il construisit méthodiquement sa sécurité financière, investit intelligemment, vécut modestement, et quand il n'eut plus besoin de travailler, il arrêta simplement. Il choisit une vie selon ses propres termes, pas selon les exigences des producteurs, selon ses propres règles. Geoffrey Mark conclut magnifiquement « C'est assez remarquable pour quelqu'un dont la carrière a culminé dans les années 60 de rester si vivement mémoré au XXIe siècle. Guy a fait le choix délibéré de se retirer et de mener une vie plus tranquille. Son décès prématuré rend cela d'autant plus poignant. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour plus d'histoires vraies sur les légendes du cinéma. Alors que retenez-vous de l'histoire de Guy Williams? Admirez-vous son courage de tout abandonner pour vivre selon ses propres termes, ou pensez-vous qu'il aurait dû continuer à se battre à Hollywood? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez cette vidéo si elle vous a touché, et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines révélations sur les vies secrètes des plus grandes stars. De Zorro au professeur Robinson, Guy Williams restera à jamais l'homme qui choisit la liberté plutôt que la gloire. Et dans un monde obsédé par la célébrité à tout prix, c'est peut-être la leçon la plus précieuse qu'il nous ait laissée. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire. À très vite sur Les Célébrités du Monde.